Robert Bourgi, bonjour. Bonjour monsieur. Très heureux de vous recevoir pour ce livre. Moi, qui m'a touché, alors je rappelle, ce sont des entretiens d'abord avec Frédéric Lejal, le journaliste qui vous a suivi, avec qui vous êtes entendu pendant, je crois, près d'un an, à peu près, hein, c'est ça. Et un livre, et il s'appelle « Ils savent que je sais tout ». Alors justement, je ne sais pas si vous savez tout, mais en tout cas, vous racontez beaucoup de choses dans votre livre, qui est sous-titré « Ma vie en France-Afrique » aux éditions Max Milo. Et c'est un livre que j'ai lu d'une traite, je peux vous dire, j'ai passé mon week-end à le lire, parce que ce que vous racontez, alors c'est très intéressant. Vous allez en émouvoir beaucoup, en passionner beaucoup, en indigner quelques-uns, mais vous dites les choses telles que vous les avez vécues et telles que vous les sentez, que vous avez envie de les raconter. Alors moi, ce que je voudrais, c'est on va pas faire ni de la morale pour qu'on sait bien, c'est pas bien, etc. On va faire de la mécanique, Robert Bourgi. Absolument. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse d'ailleurs, et aux éditeurs Sud Radio et à tout le monde, c'est que vous avez été au centre, vraiment depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans, des relations entre la France, l'État français, les chefs d'État, les conseillers, les ministres, et effectivement, la plupart, je dirais, des chefs d'État de l'Afrique francophone. Pratiquement, je ne dis pas tous, mais enfin, avec effectivement le papa Robert Bongo, et puis et tous les autres que vous racontez, que vous citez, et puis les présidents de la République, et rôle que je vous... Si vous aviez à définir votre rôle, parce que il y a deux aspects fondamentaux, je dirais. C'est d'abord cet aspect, je sais que vous n'aimez pas l'expression, porteur de valises ou convoyeur de fonds, mais quand même, vous étiez chargé... vous le racontez à moult reprises, de convoyer des sommes d'argent de chefs d'État africains envers des chefs d'État ou de l'administration française. Et d'un autre côté, vous étiez aussi conseiller, aussi bien conseiller d'un certain nombre de chefs d'État africains que conseiller du pouvoir en France. Et vous citez des gens que vous avez très bien connus et fréquentés, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, en passant par Dominique de Villepin, Claude Guéant et tous les autres. Moins Mitterrand parce que vous étiez plutôt d'un côté que d'un autre, mais quand même. Alors moi, ce que je voudrais vraiment que vous expliquiez, Robert Bourgi, parce que c'est très... Comment étaient ces relations, je dirais, des dons, des cadeaux, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'argent, vous dites, des millions de francs, des millions de dollars, ou appelons, l'euro n'existait pas à l'époque, mais enfin, si, après, depuis 2000, il était là. Qu'est-ce qui faisait, qu'est-ce que cette espèce d'entre... C'était pourquoi, comment? Parce qu'on voit un peu, quand vous lisez votre livre, il y a des sommes quand même considérables, et des sommes qui passent pas du tout par les canaux bancaires ou autres, qui passent par des valises, on l'amène, et puis même des djembés. Vous racontez cette histoire de djembé formidable, avec Dominique de Villepin. Alors racontez-nous, c'est quoi cette mécanique? Ce que vous avez presque instauré, et on va parler de Jacques Faucard avant, mais pendant près de 40 ans. Comment ça se passe, comment ça se passe, et pourquoi? Monsieur Berkoff, je n'ai rien instauré du tout. Je me suis situé dans le prolongement, ce que gamin, j'avais vu faire par mon père. Vous savez, l'enfant voit tout, entend tout, et retient tout. Je voyais monsieur Faucard à la maison, et au fur et à mesure des années... Jacques Faucard, Jacques Faucard, oui, Jacques Faucard. Ouais. Tout cela a commencé en 47, 48. D'accord. L'année où mon père a rencontré Jacques Faucard. Et vous étiez enfant à l'époque. J'étais gamin. De 2 ans, oui. Et dans les années 50, je voyais cet homme venir souvent à la maison, et papa le rencontrait souvent. Papa ne parlait pas le français. Vous êtes bien placé pour le savoir, monsieur Berkoff. La plupart des Libanais parlent un sabir plutôt que le français. Le franc-bané. Voilà. Et mon frère Albert, qui est mon aîné de 3 ans et demi, et moi-même, nous accompagnons mon père. Et c'est là que quelque chose s'est passé entre monsieur Faucard et nous, les gamins. Et nous voyions ce qui se disait, ce qui se faisait. Et donc on savait qu'il avait une question d'argent. Et je rappelle que M. Faucard était le monsieur Afrique du général de Gaulle. Du général de Gaulle, oui. Et à chaque fois que M. Faucard passait par Dakar,
papa réunissait les Libanais à la maison. C'était le chef de la communauté libanaise. Vous viviez à Dakar, au Sénégal. Absolument. Et vous savez ce que c'est que le chef d'une communauté libanaise. Ils étaient plusieurs milliers et les gros donateurs se réunissaient à la maison et on voyait, on entendait 1 million, 2 millions, 3 millions de francs CFA de l'époque. Et le franc CFA valait double. Valait le double du franc français. Valait le double du franc. Du franc français. Jusqu'en 1993. Et un jour, papa nous dit, accompagnez-moi à l'hôtel de la Croix du Sud. La Croix du Sud, c'était le plus bel hôtel de Dakar. Nous sommes en 55. 54-55. Et on accompagne papa à l'hôtel de la Croix du Sud parce qu'il fallait quelqu'un pour parler, comprendre. Et c'est là que je vois M. Focard qui attendait papa et il dit, Monsieur Bourgi, je vous conduis à M. Pompidou. Pompidou. Et j'entends directeur de cabinet du général et directeur de chez Rothschild. Il rentrait de moi. Je dis bien M. Pompidou. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois ce M. Pompidou. L'image est devant moi. Et on a salué M. Pompidou. On est sorti. Pendant l'entretien, on est sorti. C'est pour cela, je rappelle au lecteur, que lorsque M. Focard fait ses mémoires, lorsque M. Pompidou est devenu président de la République française, et au retour de ses tournées en Afrique, M. Focard rendait compte au président de la République. Et lors de ses multiples entretiens, quand il parle de mon père, il dit « j'ai vu Bourgi ». C'est que le monsieur qui entend la parole, c'est qui est M. Bourgi. Voilà. Et là j'ai vu ce que c'était que monnayer une action politique. Alors c'est très intéressant. Juste un mot, je voudrais, parce que vous vous rappelez, même si vous étiez enfant, il s'agissait de faire des dons à l'époque de votre père, dans Rassemblant la communauté. Pour qui et pourquoi? Pour soutenir qui et quoi? C'était quoi ces dons? L'action du général de Gaulle, patron du RPF, qui traversait son désert entre 1946 et 1958, et papa amassait une somme considérable d'argent parce qu'il n'était pas simplement le monsieur Liban au Sénégal. Sa voix était écoutée dans les colonies d'Afrique occidentale. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, M. Focard passait, il faisait la tournée dans les colonies d'Afrique de l'Ouest. Et il rendait compte à papa, voilà les personnes que j'ai rencontrées. Il lui racontait aussi tout ce qu'il avait fait. Exactement. Et papa, c'était le tam-tam arabe, hein. Papa faisait comprendre qu'il fallait faire parvenir à Dakar, capitale de la OUEF, comme vous le savez, M. Berkoff, quantité considérable. Et l'argent, à l'époque, c'était il n'y avait pas de Tracfin ou autre. Bon, l'argent partait par les voies que je ne connaissais pas. Il n'y avait que l'avion, hein. Bon. Mais seulement que les gens se posent la question. À quoi servait tout cet argent? Ben oui, c'est une question qu'on se pose. Ce ne sont pas les militants du RPF en France, qui étaient plus ou moins en déclin à cette époque-là, qui alimentaient les caisses du parti politique du général. Et que les gens se posent la question. C'est la première fois que quelqu'un, à travers moi, pose la question aux lecteurs et aux auditeurs. Le général de Gaulle a acquis dans les années 50, alors qu'il n'avait aucune fonction, il avait renoncé, rappelez-vous, à sa retraite de général de brigade et autres. Comment est-ce que le RPF a pu se permettre d'acquérir un immeuble 5 rue de Solferino? 5 rue de Solferino. Il y avait plein de militants et il n'y avait rien. C'est vraiment l'argent de l'Afrique, enfin des... Mais bien sûr, M. Berkoff, bien sûr, M. Berkoff. Quand vous lisez les lettres de condoléances que j'ai reçues à la mort de mon pauvre père, Détier de Bois-Lambert, grand chancelier de l'Ordre de la Libération, qui faisait partie de l'expédition de Dakar en septembre 40. Les lettres que j'ai reçues de l'amiral de Gaulle, de Philippe de Gaulle, les lettres que j'ai reçues de Jacques Focard,
toutes ces lettres, et tant d'autres, disent l'ami du général de Gaulle. Et papa a énormément œuvré pour que le parti RPF puisse exister et vivre. Et à ce moment-là, dans les années 50, s'était créée une société qui s'appelait l'île Saint-Germain. Il y avait Pompidou, Focard, Hildebrandt, qui était patron des peintures Valentine, Bizot, qui était le patron de la BNP, quelques fidèles du général, dont M. Pompidou, trésorier, directeur de la banque Rothschild. Et papa avait sa carte de militant du RPF, alors que le RPF était mort, il n'existait plus grand-chose. Donc, si je comprends bien, Robert Bourgi, vous avez suivi de ce point de vue les traces de votre père. Mais vous, c'était pour le RPR. Absolument, pour le RPR. Le début, ça a commencé. Le premier contact avec Jacques Chirac, c'est une lettre que je lui avais adressée à la demande de M. Focard en 1976 et à laquelle M. Chirac avait répondu. Ça paraît dans les annexes de mon ouvrage. Focard m'avait dit, faites une lettre à M. Chirac, qui a quitté M. Giscard d'Estaing. Qui était maire de Paris. Voilà, qui était maire de Paris. Non, il n'était pas encore maire de Paris. Ah non, il n'est pas en encore 76. Oui, c'est vrai. Faites-lui une lettre, château de Bitty, en Corrèze. J'avais fait une lettre comme un petit écolier. Et un jour, M. Focard me dit, vous avez rendez-vous avec M. Chirac. Place du Palais Bourbon. M. Chirac, en 76, avait un petit bureau, place du Palais Bourbon. Voilà que j'accompagne M. Chirac. Monsieur Focard, place du Palais Bourbon. J'attends au café en face, le Bourbon. Monsieur Focard, et ensuite on vient me chercher et je vois Monsieur Chirac pour la première fois. Bel homme, magnifique. C'est là qu'est né mon amour pour cet homme. Et ensuite, plus rien. Jusqu'en 1978, date à laquelle je soutiens ma thèse de docteur d'État en sciences politiques portant sur le sujet le général de Gaulle et l'Afrique noire, qui a été primé, couronné, envoyé à la Bibliothèque nationale, et je rencontre M. Chirac à la mairie de Paris. La première fois, mais longuement. Et j'avais 15 minutes, m'a dit M. Niquet, directeur de la communication. 2 heures. Vous le racontez dans votre livre. On s'est embarqué dans une discussion sur l'Afrique et je voyais ce bel homme, maire de Paris, ancien Premier ministre, patron du RPR. Il était fasciné, fasciné par ce que je racontais. Alors, il me dit, vous savez, Bourgi, je pars à Brazzaville pour le centenaire de Brazzaville, vous allez m'accompagner. Et là, je lui dis, mais monsieur le maire, je suis professeur à la faculté de droit d'Abidjan, comment vais-je faire? Il me dit, je m'en charge, j'appelle Houphouët-Boigny et vous allez venir. Et j'ai retrouvé Jacques Chirac à Brazzaville. Dans l'avion. On va raconter tout cela après une petite pause. Robert Bourgi, ils savent que je sais tout. Et effectivement, il sait beaucoup de choses. À tout de suite. Le face-à-face d'André Berkoff revient tout de suite. Et si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et comment ne pas être dans tous ces états quand j'ai eu la première page du livre de Robert Bourgi, écrit avec le journaliste Frédéric Lejal. Écoutez, ça vaut son pesant. Ça se passe en janvier 1988. Je le dis parce que c'est typique de tout. Libreville, présidence de la République gabonaise, donc palais du bord de mer au Gabon, janvier 1988. Je rappelle que nous étions en pleine année électorale, élection du président de la République, second ou pas septennat de Mitterrand, qui était face à votre ami Jacques Chirac, Robert Bourgi. Alors voici ce que vous écrivez. Je l'ai rencontré Roland Dumas. Je rappelle Roland Dumas, qui a été ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, extrêmement proche de Mitterrand, qui lui, effectivement, réseautait
pour Mitterrand. Je n'ai rencontré Roland Dumas qu'une seule fois à l'occasion de la campagne pour la présidentielle de 1988 en France. Nous nous sommes croisés dans l'antichambre du bureau d'Omar Bongo, à l'époque très grand président du Gabon. Chirac m'avait envoyé pour lui rappeler qu'une campagne coûtait cher, a fortiori celle d'une présidentielle. J'entendais d'être reçu en discutant avec l'aide de camp lorsque l'ami et l'homme des missions secrètes de François Mitterrand, futur président du Conseil constitutionnel français, donc Roland Dumas, est arrivé. Bonjour Bourgi, comment allez-vous? Je crois que nous venons pour la même chose. La lumière rouge s'est allumée, respectueusement je l'ai fait passer avant moi. Il s'est engouffré dans le bureau au grand désarroi de l'aide de camp qui m'a toisé en faisant comprendre que j'avais eu tort. Roland Dumas est sorti un peu plus lourd qu'en rentrant, le poids de la valise, ça c'est mon commentaire, puis a fait ce commentaire à goguenard. Ne vous inquiétez pas Bourgi, je vous en ai laissé. Une fois dans le bureau d'Omar Bongo, j'ai reçu une sacrée avoinée. Mais idiot! Mais pourquoi t'es pas rentré le premier? Papa, je ne pouvais pas, il faut quand même respecter le protocole. Mais t'es qu'un couillon! Il fallait rentrer avant lui. Du coup, la part destinée à Jacques, c'est lui qui l'a prise. Maintenant, ce que je vais donner à Chirac est diminué de moitié. Pardonnez-moi, papa, mais pouvez-vous avertir monsieur Chirac? C'est fabuleux. Dans un film, on ne pourrait pas le faire, ça, Robert Bourgi. Et il l'a appelé, Omar Bongo, à Chirac, pour lui dire de ne pas s'inquiéter et qu'il lui suffirait de me faire revenir à Libreville dans la même semaine. Et là, il va retrouver son équilibre financier. C'est fabuleux, quand même, c'est fabuleux. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire, en disant, voilà, bon, écoutez, la politique, on a besoin d'argent, donc on compte sur vous. Absolument. C'est ça. Ouais. Absolument. J'étais conseiller politique du ministre de la Coopération à l'époque, mon seul poste officiel, 2 ans et demi, la première cohabitation. Monsieur Chirac me fait venir à la mairie de Paris, il était resté maire de Paris, comme vous le savez, monsieur Berkoff. C'est le soir, sa bière, il m'en propose une, je lui dis, mais monsieur le maire, je vous ai toujours dit, jamais appelé monsieur le Premier ministre. J'aime pas la bière, j'aime pas la bière. Il me dit, écoutez, vous contentez de ça. Il n'a pas de whisky, un peu de bon vin? Non, mais, vous savez que j'aime le whisky, mais lui, non. Et il me dit, voilà, il va falloir aller voir le président Bongo, vous savez... j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de financement, la campagne coûte cher, nous sommes en face du président et tout. Et bon, ouais. Je dis, il n'y a pas de problème. Et voilà que je pars à Libreville, précédé du coup de fil du président, de M. Chirac au président Bongo. Bongo me fait venir, d'abord, il me reçoit et tout, comment ça se passe, quels sont les pronostics, comment vois-tu les choses et tout. Bon, viens me voir demain soir. D'accord. Le lendemain, l'aide de camp, je cite même son nom, le capitaine Simba, que les Gabonais sachent qui est venu me chercher. Il me dit, voilà, papa t'attend. On est allé. Je m'installe dans la salle d'attente. Et il me dit, ça va, toi? Je lui dis, ça va. Il me dit, ça va. Près du micro. Pour monsieur Chirac, ça va? Je lui dis, oui. On va voir comment ça va se passer. Et à ce moment-là... arrive Roland Dumas, c'est ça? La porte s'ouvre et je vois entrer Roland Dumas. Je dis, mais c'est pas possible. Et je me lève, d'abord, la courtoisie que nous connaissons, je me lève, mes respects, monsieur le ministre. Il me dit, ah, Bourgi, je crois que nous venons pour la même chose. Je n'ai rien dit, je n'ai pas répondu, moi. Et il s'installe, et à ce moment-là, j'ai écrit la lampe rouge. Le vert s'est allumé, la lampe verte. Ah oui, donc et Simba, le capitaine Simba me dit, c'est à toi, c'est à vous, monsieur Bourgi. Je dis, Simba, pardon. Monsieur Dumas doit passer avant moi. Il me dit, ah non, le président dit que c'était toi. Je dis non. Et pourquoi? Pourquoi vous avez eu cette réaction? Franchement. C'est Roland Dumas, que suis-je à côté de Roland Dumas? C'est Roland Dumas, il vous a dit de rentrer. Non, je suis pas d'accord, monsieur Berkoff. Déjà, j'étais perturbé par sa présence. Il était là, j'ai dit, mais comment vais-je m'en sortir? Enfin, il est rentré. Ouais. Et Simba me dit, comme ça, ça va être chaud pour toi après. Au bout d'une demi-heure, la porte s'ouvre, Roland Dumas sort, plus lourd qu'il n'y était entré. Il avait quoi, franchement? Une valise, c'est quoi? Il avait un sac. Il avait un sac, d'accord. Il avait un gros sac. Et il y avait un autre militaire qui l'attendait dehors
Et j'ai reconnu le capitaine Anchama. Il s'appelait Anchama. C'était les deux aides de camp du président à l'époque. De Bongo, de Omar Bongo. Du président Bongo, oui. Et je rentre. Oh là là. Et il vous a... J'ai passé, mais vraiment une minute très difficile. Imbécile, couillon, truc, Bon, enfin, il s'est calmé. Je lui dis, il me dit, voilà, j'avais préparé, comme ça, regardez. J'avais préparé, regarde, maintenant il ne reste pas grand-chose. Je lui dis, papa, s'il vous plaît, appelez M. Chirac. Et il a appelé M. Chirac devant moi. Il dit, bon, mon fiston, il faut que tu me le renvoies la semaine prochaine. On va arranger ça. Voilà. Mais la semaine, je suis arrivé. L'aide de camp. L'émissaire arrive à Paris, me contacte, vient me chercher avec la voiture. On va à la mairie de Paris, tard le soir, parce qu'il quittait Matignon vers 20h30, 21h, tard le soir. Le messager remettait au président, à M. Chirac, le cadeau. Et ensuite, il s'en allait, il m'attendait. Et on faisait... on débriefait, quoi. Il me dit, alors, comment ça s'est passé avec... Comment il peut vous réunir avec M. Dumas? Je lui ai dit, écoutez, monsieur le maire, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, moi, je me suis retrouvé avec lui. Et Chirac, de me dire ce que je n'ai pas écrit, parce qu'il faut bien un tome 2, il me dit, Omar est un malin, Robert. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, il joue sur 2 tableaux. Eh oui. Il me dit, vous ne le connaissez pas, Omar. Je l'ai connu du temps de M. Pompidou. Il joue sur 2 tableaux. Il faut que Roland Dumas sache qu'il aide Jacques Chirac. Il faut que vous, Robert, sachiez qu'il aide aussi le président Mitterrand. Et le pauvre bourricot que je suis, que voulez-vous? Mais alors la chose intéressante, parce que vous en parlez beaucoup, Robert Bourgi, dans le nombre de livres, c'est intéressant parce que votre côté oriental aussi joue un rôle très important. Vous dites, OK, il y a les relations diplomatiques, mais il y a les relations informelles. Vous jouiez dans l'informel, le personnel, et c'est très intéressant que chaque fois vous parlez de conseiller. Vous dites, attention, n'oubliez pas l'anniversaire du fils, ou le mariage de la fille, ou etc., les liens familiaux, les liens... Absolument. Et appelez-les tous les jours, enfin, appelez un certain nombre de tous les jours. Absolument. C'est très intéressant ce que vous leur dites. Mais pour revenir à ces valises et autres. En fait, vraiment, vous le dites, et d'ailleurs, Frédéric Lejal vous pose souvent la question, vous n'aviez vraiment aucune idée des sommes qui étaient, parce que vous saviez à peu près, vous le citez, vous dites, oh, c'était jamais moins de 3 millions, ou de 1 million, etc. Mais vous n'aviez aucune idée des sommes précises que vous convoyez. À chaque fois que le président Sassou Nguesso, le président Bongo, ou autre chef d'État, me chargeait d'accompagner un émissaire, je savais exactement quelle était la somme qu'il y avait dedans. D'accord. Ça, vous saviez? Ah oui. Normal. Je savais exactement quelle somme il y avait. Pourquoi? Parce qu'un jour, le président Jacques Chirac pose la question suivante à Bongo. Il lui dit, tu m'as envoyé un ambassadeur, Omar. Comment se fait-il que l'ambassadeur qui m'a remis la mallette ne puisse pas me donner le code pour que je puisse ouvrir? Il lui dit, Jacques, mais pour qui me prends-tu? Moi, je ne fais pas confiance. Seule Pascaline, ma fille, mon totem, et Robert connaissent le code qui est le mien. De la valise. 3 x 5. Et un jour, Monsieur Berkoff, une scène que je n'oublierai jamais, tant que Dieu me prêtera vie. L'émissaire arrive, remet à M. Chirac la belle mallette en croco noir, et M. Chirac arrive, on était dans le bureau de Villepin, M. Chirac arrive... Qui était secrétaire général à l'époque. De l'Élysée. De l'Élysée, oui. C'est là que ça se passait, c'était à l'Élysée. Réceptacle, là. Ouais. Et Chirac arrive, Monsieur l'ambassadeur, mes respects, Monsieur le Président et tout, M. Chirac s'assoit en face... J'avais l'ambassadeur ici, moi j'étais là, et Dominique de Villepin là.
Et il dit, voilà, monsieur le président, le président Bongo m'a chargé de vous faire tenir ce message pour soutenir votre action politique à la veille de l'élection de 2002. 2002, oui. 2002. Comme nous savons que les fonds secrets ont été gelés par monsieur Jospin, rappelez-vous, monsieur Berkoff, et voilà. Monsieur Chirac se penche et il voit qu'elle est, vous savez, comme nos valises. Et Ouais. il dit, mais comment vais-je l'ouvrir, monsieur l'ambassadeur? Est-ce que vous avez le code? Il dit, non, monsieur le président, je n'ai pas le code. Il dit, comment vais-je l'ouvrir alors? Il dit, non, c'est Robert qui a le code. Et je vois ce bel homme qui me regarde, qui ne comprenait pas. Je lui dis, monsieur le président, j'ai le code. Et je me tourne vers Villepin. Je lui dis, Dominique, est-ce que vous pourriez me donner un petit bout de papier pour que je puisse écrire le code, ouais. Et j'ai écrit sur un petit bout de papier, 555, plié en 4. Je me lève respectueusement et je donne au président, qui l'ouvre. Il dit, ah, là, je vais pouvoir l'ouvrir. Et il l'ouvre. Selon les habitudes, l'ambassadeur finit sa mission, il s'en va. Le débriefing entre le président, M. Villepin et moi, il me dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand même, il devrait avoir le code. Je dis, monsieur le président, un jour, monsieur Bongo, le président Bongo, vous a parlé de l'évaporation. Et l'évaporation du papier. Que ça passe par moi. Voilà. Et alors, justement, on va continuer à parler de tout cela juste après cette petite pause publicitaire, mais c'est très intéressant, encore une fois, parce qu'il y a à la fois cette extraordinaire mécanique qui s'est mise en place depuis longtemps, d'ailleurs qui s'est mise en place, puisque vous parlez de votre père avec Focard, c'était déjà en place avec Focard, vous avez continué cela, mais on va parler aussi de Chirac, de Sarkozy et du reste, enfin, et puis ce que vous avez fait pour faire accéder la présidente de la République à Fillon. Là, vous avez beaucoup aidé Fillon, hein, à un moment donné. Mais ça, c'est la fin. Le plus intéressant, on va aussi parler des relations, justement, de cette notion de France-Afrique. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je voudrais finir avec ça, avec vous, Robert Bourget. Ce que vous pensez des relations entre la France et l'Afrique aujourd'hui, en 2024, avec votre recul et expérience. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et avec un personnage que nous avons depuis une demi-heure, Robert Bourgi, conseiller, convoyeur, intermédiaire, et c'est absolument, et 40 ans, plus de 40 ans d'ailleurs, puisque tout enfant, effectivement, il suivait aussi son père. Quelque part, si je vous dis, est-ce que c'est pour vous péjoratif ou pas, que vous avez été, par exemple, Jacques Attali d'Omar Bongo? Oui. C'est péjoratif. C'est péjoratif. Absolument. Pourquoi? Parce que vous dites, j'ai été le conseiller spécial d'Omar Bongo. Non mais pourquoi? Dites-le, c'est pas... Moi, Robert Bourget, ouais, à la place privilégiée, qui était celle de M. Attali, auprès du président Mitterrand, je n'aurais jamais écrit les verbatim. D'accord. Ah ben c'est dit ça, oui. C'est-à-dire que vous ne le racontez jamais, vous ne raconteriez ce que les entretiens et tout, non. Ouais, d'accord. Et justement, alors par rapport à cela, vous dites quand même, je voudrais rester sur votre amitié. Vous savez quelque chose d'assez étonnant, Robert. On se dit d'abord, mais quand même, bon, il fait ça pour son intérêt. Mais en même temps, vous encaissez très bien, par exemple, quand vous racontez vos disputes avec Villepin. La manière dont il vous a traité à un moment donné, ou d'autres d'ailleurs, c'est intéressant dans votre livre, parce qu'on peut se dire, mais quoi, il se laisse faire. Après, vous dites non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous dites qu'à un moment donné, on monte l'échelle, on descend l'échelle et on se retrouve. Vous avez quand même vous dites, ben, avec Villepin, après on s'est revus et ça a été bien. Et vous parlez d'autres personnes en disant, oui, ça a été, on s'est affrontés, j'ai été maltraité par eux, mais on s'est réconciliés. Vous avez ça quand même. Absolument. Après notre brouille avec Dominique de Villepin, une fois que Nicolas Sarkozy était en charge du président de la République, président de la République, j'ai revu souvent Dominique de Villepin. Il m'a dédicacé ses ouvrages, dont un
que j'ai fait figurer dans les annexes et documents à mon ami Robert, en dépit des trous d'air. Le trou d'air, il continue là, vous voyez, le cyclone continue ici. Et je vais vous dire une chose, Monsieur Berkoff. J'ai dit dans les mémoires qu'il y avait 2 hommes que je plaçais au-dessus de tout dans ma vie politique, c'est Chirac et Foccart. Mais juste après, je mets Villepin et Sarkozy. Mon seul regret, c'est que je n'ai pas pu faire en sorte de les mettre l'un avec l'autre. Parce que quel tandem formidable c'eût été pour la France. Alors, j'ai la plus grande, je le dis haut et fort, je sais que certaines oreilles ne vont pas l'accepter, j'ai la plus grande estime et la plus grande affection pour Dominique de Villepin. Parce que il y a eu des périodes dans sa vie professionnelle où j'ai découvert l'homme, le charnel, ayant du cœur, très profond. Mais il y en a beaucoup. Alors en politique, vous avez quand même côtoyé énormément de gens de ce côté-ci de la France et du côté de l'Afrique. Il y a comme toujours des gens formidables et des gens moins formidables et de purs salauds. Comme dans la vie, hein. On est bien d'accord. Et justement, c'est intéressant parce que votre position à vous, ce qui est intéressant, vous n'étiez pas le pourvoyeur de la manne céleste, enfin quand je dis céleste on m'entend, mais vous étiez l'homme qui effectivement faisait le go-between, comme on dit, entre... et ce qu'il y avait, alors vous dites à un moment donné, pour ça que c'est intéressant, on vous pose la question, Frédéric Lejal vous pose la question, mais pourquoi ces chefs d'État africains donnaient... Et vous dites, à un moment donné, ils donnaient, oui, d'accord, parce qu'ils voulaient peser, effectivement, sur la vie politique française, et c'était à l'époque très important, mais aussi parce que certains se sentaient inférieurs ou infériorisés. Vous en parlez souvent, ça. C'était le cas ? Oui. Combien de fois je disais aux chefs d'État africains, je les appelais tous par leur prénom, en dehors d'Omar Bongo, tous par leur prénom. Lui, vous l'appeliez papa, on sait, oui. Un jour, il m'a dit, appelle-moi par un fils appelle le père par son prénom. Je dis, papa, je ne vous appellerai jamais par votre prénom. Et je ne vous tutoierai jamais, c'est mon éducation. Vous n'y pourrez rien. Enfin, peu importe. Enfin, oui. Et un jour, j'ai dit, on était réunis chez Bongo. De temps à autre, il réunissait les chefs d'État. J'étais là. Je leur dis, mais pourquoi recevez-vous toujours les ministres, les secrétaires d'État ou autres, alors que vos ministres ne sont jamais reçus par le président de la République française? Il faudrait quand même que des deux côtés, on respecte les grades, les titres. Il me dit, tu sais, Robert, mais c'est très dur. On a besoin de la tutelle de la France. On a besoin de la tutelle de la France. Ça, c'est un des côtés déplorables, tristes de la France-Afrique. Vous voyez, aujourd'hui, on se dirige vers autre chose. Monsieur Berkoff, c'est le donnant-donnant. Tu apportes un, j'apporte un. Tu enlèves un, j'enlève un. Est-ce que ce n'est pas mieux que la France-Afrique, justement, le donnant-donnant, plutôt que aller on donne? Absolument. C'est pour cela qu'en septembre 2011, j'ai fait cette sortie dans le JDD. Et Le Monde, le lendemain, dit « L'homme qui fait trembler la République française a des bases autrement plus solides pour qu'un petit Robert Bourgi puisse le faire trembler. » Mais il fallait que ça s'arrête. Parce que je regardais ce qui se passait dans ces pays-là et ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Et pourtant, ça a bien fonctionné pendant des décennies, Ça a fonctionné, mais il fallait que ça prenne fin. Et je suis heureux aujourd'hui que les choses aient tourné différemment. Alors, Robert Bourgi, encore une fois, je pose une question que vous a posée Frédéric Lejal. En aucun cas, vous avez d'ailleurs dit non, en aucun cas, vous n'avez, vous, personnellement, touché une quelconque commission sur ces sommes que vous convoyez. Monsieur Berkoff. Oui, appelez-moi Monsieur le Président, ça va très bien. Vous êtes le président de mon cœur, oui, certainement. Monsieur Berkoff, un jour, mais autant tout dire, j'arrive au grand soir de ma vie.
Un jour, le président Bongo, un soir de confidence, chez lui à la Sablière, il me dit, fiston, mais tout l'argent que tu donnes, mais est-ce que Jacques ou d'autres que je ne citerai pas te remettent quelque chose? Je lui dis, papa, jamais je n'accepterai quelques centimes que ce soit de ces gens-là, parce que je veux garder ma liberté de langage. Et vous avez assisté très souvent à mon langage devant M. Chirac, devant Villepin ou autre. Papa, il vous donne 1 centime, vous êtes ligoté. J'ai toujours voulu être indépendant financièrement. Je faisais le métier de lobbyeur, j'étais bien payé, 1000 fois moins payé que certains cabinets de relations publiques français, que vous connaissez, M. Bercoff. Ou américains, voilà. Et vous étiez payé donc par les chefs d'État africains. Absolument. Clair. Papa, jamais par les... Je n'ai jamais touché un sou de la République française. J'ai fait toute cette expédition pour aller libérer notre jeune compatriote des geôles iraniennes du temps d'Ahmadinejad, aller à Beyrouth, prendre les avions en première classe, aller à Damas, aller à Téhéran, revenir et tout. Je n'ai jamais demandé un sou. Enfin, vous étiez bien au contraire. Mais alors, j'ai eu cette légion d'honneur que Nicolas Sarkozy m'a accroché, et le président Macron, quand au moment de l'affaire Fillon, m'a suspendu de la Légion d'honneur 5 ans. Voyez. On va en guise de remerciement. On va parler de tout cela encore avec Robert Bourgi et son livre vraiment passionnant. Ils savent que je sais tout, à tout de suite. Et si vous voulez réagir sur notre antenne, appelez au 0826 300 300. André Berkoff revient tout de suite. Robert Bourgi, vous dites à un moment donné dans votre livre, et vous dites ceci: je travaillais toujours en solo, c'était ma ligne de conduite. Je n'ai jamais dévié. Secret de 2, secret de toujours, secret de 3, secret de tous, me répétait tout le temps Jacques Faucard, j'en ai fait ma maxime. Donc, ce que vous racontez ici, vous dites, on pouvait sortir tout ce que vous racontez, et c'est énorme, du sceau et du domaine du secret. Et pourquoi? Ça m'intéresse de savoir pourquoi aujourd'hui vous avez envie, parce que vous ne donnez pas de secret d'État, il n'y a rien qui va effectivement provoquer une révolution, enfin je ne pense pas, mais quand même vous racontez énormément de choses, d'ailleurs très intéressantes, et vous auriez pu dire, oui, écoutez, moi voilà, j'ai vécu cette vie formidable avec effectivement un certain nombre de gens passionnants, j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que j'estime que j'avais à faire. Et pourquoi vous écrivez ce livre? Quelque temps avant qu'il ne disparaissent, au début de l'année 2009. Le président Bongo, qui souffrait personnellement de la maladie de sa femme, qui est partie en mars 2009, lui part en juin 2009, m'avait fait venir à Libreville. J'ai trouvé un président Bongo là, fatigué, triste. Et je lui dis, papa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu sais que je suis malade, fiston. Je lui dis, papa, j'espère que vous nous enterrerez tous. Il me dit, fiston, c'est très dur pour ton papa. Maman est fatiguée, maman Edith, sa femme. Oui. Il me dit, tu as vu que depuis 2 ans en France, je n'ai pas le même accueil. Les gens se détournent plus ou moins de moi. Je n'arrive plus à voir Jacques au téléphone. On me dit à chaque fois qu'il est malade et autres. Je sens que les choses sont différentes à mon endroit. Je dis, papa, c'est pas grave, il y a bientôt les élections. En 2007, il y aura d'autres élections, d'autres hommes. Et vous serez là. C'était 2009, là, quand vous l'avez... 2009. En 2012, il y a d'autres élections et tout. Oui. Enfin, oui. Non, ce qu'il me dit, c'est 2009. D'accord. Et je le regarde et il me dit, je voudrais qu'un jour tu sois ma mémoire. Tu sais tout ce que j'ai fait pour les hommes politiques français depuis 40 ans. Depuis Pompidou, un jour tu vas
le sortir, tu vas tout raconter. Voilà pourquoi, Monsieur Vous avez Berkoff, écrit. j'ai tout dévoilé. Alors justement, c'est très intéressant parce que ça va très loin. Il y a cet épisode formidable que vous racontez d'ailleurs, où Omar Bongo donne, je crois que c'était à Chirac, la liste de son prochain gouvernement. Absolument. Racontez-nous parce que c'est formidable. Il dit, attendez, mon cher Jacques, je vais te dire qui tu dois prendre comme ministre pour la France. C'était à un moment donné où on parlait d'un nouveau gouvernement en France. Le président Bongo arrive à Paris, me fait venir à l'hôtel Meurice. Il me dit, je viens de parler à Jacques. Je lui dis, alors, papa? Il me dit qu'il fallait que je reçoive les hommes qui vont être les hommes de l'avenir. Il m'a donné des noms et tout et tout. Je vais faire une proposition à Jacques, comme il dit, et on va écrire. Je dis, il n'y a pas de problème, papa. Il se lève, il va chercher son papier à lettres, que vous avez vu. Il me dit, on va écrire. Et c'est là qu'il a dit, Premier ministre Sarkozy, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères. Et dans ce gouvernement, d'ailleurs, il y avait Michel Barnier dans le gouvernement. Et il me dit, voilà, tu vas porter la lettre à l'Élysée. Alors, il lui donnait ça à titre de conseil, c'est ça? Voilà, de conseil. Moi, je pense que ce serait bien. Mais il connaissait tellement la politique française, c'est ça qui est extraordinaire. C'est lui. Ce chef d'État africain qui connaissait la politique française comme sa poche, quoi. Absolument. Et il connaissait toutes les personnes de chaque formation politique. Toutes. Mais il avait des préférés. Ouais. Les préférés, c'était Dumas et Chirac. Là, ça sortait pas de là. Ouais. Et voilà le Bourgi qui fait déposer au secrétaire particulier du président la lettre du président Bongo. Et je retourne à l'hôtel Meurice. Il me dit, j'ai eu Jacques. Il a déjà lu la lettre. Je lui dis, ah bon? Il m'a dit qu'il fallait que je reçoive plusieurs ministres. Plusieurs futurs ministres. Je lui dis, ah bon? Il me dit, mais j'ai écrit. Alors là, il y avait 7 ou 8 ministres, même 9. Il me dit, je vais les recevoir. Je lui dis, papa, vous n'allez pas recevoir l'un après l'autre comme ça. Ouais. Il me dit, non, je vais les grouper. Je fais une conférence. Et voilà le président Bongo reçoit dans sa suite de l'hôtel Meurice tous les futurs ministres. Il les a tous reçus. Alors, Fillon, Copé, Bédier et tant d'autres. Et moi, j'étais assis, je tenais, vous savez, le stylo. Ouais. Et j'écoutais. Le scribe. Les gens se reconnaîtront, ceux qui étaient dans cette suite. S'ils m'entendent, ils se reconnaîtront. Et il me dit, maintenant, on va faire une autre lettre. Tu donneras tes impressions pour donner les impressions à Chirac. Voilà. Et surtout ceux qu'il a reçus, 7 ont été promus. Vous voulez dire 7 parmi qu'il avait conseillé? Parmi les 10 qu'il a reçus, oui. 7 ont été promus. Ont été promis, oui. Dont Pierre Bédier. Mais est-ce que Chirac avait suivi la liste ou un peu la liste? Absolument. Il avait la liste donnée par Bongo. Oui, absolument. Ouais, en fait, c'est intéressant parce que vous parlez d'une période qui effectivement... Je peux vous interrompre, oui, bien sûr. M. Berkoff? Bien sûr. 2 chefs d'État pouvaient se le permettre. Un, c'était Houphouët-Boigny, bien avant, et Bongo.